Très bien. Merci d'être venu ce soir pour une soirée consacrée à une question importante dans notre territoire. Quelques petits mots de rappel avant de laisser la parole à notre intervenant de ce soir pour situer un petit peu les assises du Seignanx, puisque cette soirée se passe dans le cadre des assises du Seignanx, vous le savez. Les assises du Seignanx, ça fait déjà plusieurs mois qu'elles ont démarré. Elles ont vocation à essayer de partager un certain nombre de questions avec les habitants du Seignanx, il y en a quelques-uns ici présents, mais également les acteurs et les élus du Seignanx. On a choisi d'illustrer lors de ces assises du Seignanx 5 thématiques qui nous ont semblé prioritaires. L'aménagement du territoire, c'est d'ailleurs un petit peu la question qui va nous faire réfléchir ce soir. La transition écologique, le développement économique et touristique, les nouvelles solidarités et l'identité culturelle. On a essayé de présenter un certain nombre d'initiatives donc depuis le début de l'année 2021, un certain nombre d'initiatives très diverses dans la forme et dans les modalités parce que nous souhaitions rassembler le maximum, bien sûr, de personnes. Donc il y a eu un concours photo, les résultats seront donnés le 3 juillet prochain. Une plateforme numérique, vous pouvez aller consulter et continuer à enrichir de vos idées. Donc cette plateforme numérique très facile d'accès, des balades ou des visites thématiques, des ateliers participatifs et des conférences. Et ce soir, donc, ça fait partie d'une des conférences que nous organisons. Certaines auront lieu également la semaine prochaine et encore la semaine d'après sur d'autres sujets. Et comme nous souhaitions également aller à la rencontre des habitants du Seignanx, on a souhaité également mettre en place une caravane du Seignanx qui nous a permis de poser notre petit barnum dans les endroits les plus vivants du territoire du Seignanx, auprès des écoles, vers les médiathèques, dans les marchés, etc., etc., de façon à pouvoir rencontrer le maximum d'habitants du Seignanx. Et ça n'est pas encore fini. On continue notre périple. Mais ce soir, la question qui nous occupe, c'est la question du Seignanx. Est-ce donc un territoire dans lequel il y a une réalité de vie, si oui laquelle? Est-ce qu'il y a des caractéristiques, si oui lesquelles, à prendre en compte? Bien sûr, à prendre en compte lorsqu'on est un décideur local ou un acteur du territoire ou un habitant du territoire. Donc on a souhaité faire intervenir sur ce sujet Didier Locatelli, qui est directeur du cabinet New Deal. Il va se présenter et il va vous présenter en quoi consiste ce cabinet. Alors c'est quelqu'un que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu il y a quelque temps à Tarnos. Nous n'étions pas dans cette salle, mais on était à l'hôtel de ville de Tarnos sur une question relative à notre territoire déjà de vie. Alors on était plutôt porté sur la ville de Tarnos. Ce soir, on sera plutôt porté sur la question du territoire du Seignanx, mais la question reste la même. Comment mieux appréhender les évolutions, l'arrivée des nouveaux habitants dans le Seignanx, l'arrivée de nouvelles implantations d'activités économiques, industrielles ou artisanales, et comment faire en sorte que ce territoire de vie soit le plus agréable possible et de façon à mieux adapter nos actions publiques. Tout un programme donc. Donc je vais laisser Monsieur Locatelli à la fois nous présenter ses réflexions, ses observations, à l'occasion donc d'un premier temps de conférence. Et bien sûr, après, ce sera le moment des questions, des réflexions, et ce sera donc à votre tour de prendre la parole. Monsieur Locatelli, à vous. Bonsoir à tous. Effectivement, je m'appelle Didier Locatelli, je travaille dans un cabinet qui s'appelle New Deal, qui accompagne les territoires dans la définition de leur stratégie d'aménagement, stratégie de développement. Et notre point de vue, c'est bien sûr de partir des grandes théories de l'aménagement, de l'urbanisme, mais aussi de se poser la question de comment les stratégies des acteurs, que ce soit les acteurs économiques, mais aussi les habitants, au travers de leur stratégie résidentielle, finalement changent le fonctionnement des territoires. Donc c'est un cabinet qui regroupe des gens qui sont plutôt des économistes, d'autres qui sont plutôt des sociologues, d'autres qui sont plutôt des spécialistes de l'aménagement et du développement. Et on essaie de croiser ces différentes approches pour voir aujourd'hui, pour arriver à décrypter le fonctionnement des territoires
et arriver à conseiller les décideurs politiques dans le déploiement de leur stratégie d'aménagement, de développement et plus largement l'élaboration de leur grande politique publique. Mon propos ce soir, c'est effectivement d'arriver d'abord à déconstruire un certain nombre de grandes représentations qu'on a encore tous en tête et qui structurent encore très fortement la manière que l'on a de penser le territoire et de construire des politiques publiques. C'est pour ça qu'on va faire un premier retour en arrière sur la question de la décentralisation, et vous verrez qu'il y a un certain nombre de grandes représentations de la décentralisation qui ont induit un certain nombre de principes clés du fonctionnement des territoires qui sont encore aujourd'hui fortement usités, alors qu'on verra, et ça sera la deuxième partie, que ce monde territorial un peu idéal, il a en partie largement disparu, à la fois parce qu'on verra qu'il y a des évolutions de l'économie avec notamment la tertiarisation qui a entraîné une géographie de la localisation de l'emploi complètement différente de celle qu'on avait dans les années 80-90, mais aussi, et on le verra, parce qu'il y a des évolutions des modes de vie, il y a de nouvelles stratégies résidentielles des ménages qui eux aussi ont complètement changé la manière dont fonctionnent aujourd'hui les territoires. Donc ensuite, on se posera la question de qu'est-ce que tout ça change par rapport à la compréhension des territoires, qu'est-ce que ça change par rapport à la manière de produire des politiques publiques, et puis on verra comment ces grands phénomènes atterrissent de manière un peu plus spécifique sur votre territoire. Et on terminera par 4 grands enjeux qui nous semblent importants d'anticiper. Il y a déjà à déconstruire et adapter l'action publique par rapport à ce que sont aujourd'hui les évolutions, mais il y a aussi un certain nombre de grands enjeux pour demain à anticiper, et donc ça sera l'objet de ma conclusion. Donc le premier point qui est sur les représentations et les principes clés de l'action publique au moment de la décentralisation. On est un pays historiquement très centralisé, et effectivement, dans les années 70-80, on se lance dans un grand mouvement de réorganisation. Alors, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement qui est vertical, qui est l'État qui donne des compétences aux collectivités territoriales. Et puis, contrairement aux pays, à l'essentiel des pays européens, on a fait le choix où on n'est pas arrivé à diviser ou à diminuer le nombre de communes. On a un autre mouvement de réorganisation qui est beaucoup plus horizontal, qui est le mouvement de l'intercommunalité, donc l'émergence d'une organisation très spécifique à la France, que sont les établissements publics de coopération intercommunale. Et en fait, ce double mouvement, il part de ces 2 grands principes qui sont à la fois le périmètre et les compétences, avec cette idée finalement que l'efficacité des politiques publiques, elle est directement dépendante de la pertinence du périmètre sur lequel on les déploie. Et donc, on part de cette idée que, s'agissant du périmètre, on arrive à trouver une échelle institutionnelle unique qui va correspondre aux réalités socio-économiques, aux réalités socio-démographiques. En gros, on se dit, finalement, on va arriver à trouver une échelle dans laquelle on arrive à enfermer les habitants, on arrive à enfermer les acteurs économiques. Et donc, c'est cette fameuse idée du bassin de vie. Donc, on verra tout à l'heure qu'on construit les territoires comme si c'était des petites nations. Là, c'est une même représentation. Et puis, le deuxième principe clé ou concept clé de la décentralisation, c'est vraiment la question des compétences avec ce principe de subsidiarité. On a la possibilité de définir un niveau optimal de déploiement d'une politique et donc finalement de confier l'intégralité d'une politique publique à une strate donnée. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans en termes de décentralisation? On redécoupe les territoires, ça fait 40 ans qu'on fait ça, on a redécoupé les régions, on a redécoupé 2 ou 3 fois les intercommunalités et on se redistribue les compétences. Donc on est vraiment sur cette logique-là, trouver un territoire pertinent et puis donner aux différentes strates de collectivités, redistribuer les compétences afin de maximiser l'efficacité de la politique publique. Tout ça s'appuie sur un certain nombre de grandes représentations. D'abord la représentation du territoire, ensuite la représentation du fonctionnement de la société, la représentation de ce qu'est une collectivité, et puis de manière un peu plus marginale, ce qu'est l'intérêt général. Je commence par le territoire. On a le sentiment effectivement que les territoires sont plutôt des systèmes autocentrés, assez autonomes, avec finalement le fait que les individus vivent majoritairement à l'intérieur du territoire, donc la vie s'organise à l'intérieur du territoire. On a aussi le sentiment que les lois du développement macroéconomique s'appliquent au développement territorial.
Et donc, pour la plupart des territoires, l'enjeu, c'est de produire de la richesse. Donc, quand vous regardez ce que sont les stratégies de développement économique des intercommunalités, elles sont beaucoup orientées sur la question de l'industrie, sur la question du productif. Donc, il faut produire de la richesse. Et puis, on a le sentiment que, finalement, les territoires sont un peu indépendants, hein, comme un peu des îles au milieu d'un océan, et finalement se trouvent en situation de concurrence, les uns vis-à-vis des autres, pour attirer des habitants, pour créer des emplois, pour développer des équipements et développer des services. Donc, on est dans une logique où, finalement, on conçoit le territoire comme étant une nation plus petite. C'est un modèle réduit de la nation. On parle de cette représentation. Au moment où on a cette conception du territoire, on a un certain nombre de réalités socio-économiques qui finalement sont assez cohérentes avec cette conception. Vous le voyez, on a essentiellement des activités productrices. On a l'emploi industriel qui atteint son apogée en France en 1975. On a aussi une agriculture qui concentre encore beaucoup d'emplois. Et on voit qu'on caractérise beaucoup les territoires par la nature de leur activité économique. On verra tout à l'heure comment a évolué cette situation. La deuxième configuration, la deuxième définition, c'est la définition de la société. Donc on a la conception d'une société comme étant un tout homogène et une société qui est très structurée par la relation au travail. Avec une unité de lieu, les gens vont vivre au plus près de l'endroit où ils travaillent et une unité de temps, tout le monde vit dans les mêmes rythmes imposés par la société industrielle. Donc une société très, très homogène, très compacte, et puis aussi des individus peu mobiles, hein, qui sont vraiment prisonniers des territoires. Quand on est dans les années 60, en moyenne, les gens font à peu près 5 km par jour en France. Et puis le dernier élément, c'est effectivement un modèle républicain et un ascenseur social qui fonctionne assez bien. Hein, on a encore finalement une société qui se développe, et finalement tout le monde se développe, même si certains vont bien évidemment beaucoup plus vite que d'autres. Là encore, on voit que cette société, elle a un certain nombre de caractéristiques, hein, qui justifient cette représentation. Il y a peu de femmes qui travaillent, hein. Jusque dans les années 70, on a moins d'une femme en âge de travailler qui travaille. On a une majorité d'actifs qui travaillent encore dans la commune dans laquelle ils habitent. Donc effectivement, cette idée de territoire qui enferme les gens et de gens qui pratiquent un seul territoire, elle est encore valable. Et puis, si on regarde la mobilité, on a peu de mobilité physique, je vous le disais tout à l'heure, 5 km par jour et par habitant, et peu de mobilité professionnelle. Finalement, la plupart des gens restent toute leur vie auprès du même employeur, qu'il soit public ou privé. Donc effectivement, statistiquement, cette représentation de la société, elle est assez juste. On a ensuite une représentation de ce qu'est la collectivité. Donc on construit la décentralisation comme une collectivité vécue comme un État souverain. Hein. Il suffit de lire finalement les lois, la clause de compétence générale, pas de tutelle d'une collectivité sous une autre, pas de spécialisation, on est revenu depuis, mais on y est. Et puis, un dernier élément qui est l'intérêt général, hein, qui se vit vraiment comme étant pas du tout la traduction anglo-saxonne, hein, la somme des intérêts particuliers, mais vraiment l'intérêt supérieur, hein, qui appelle la capacité de chacun à transcender ses intérêts propres au profit de l'intérêt supérieur du territoire, comme c'était l'intérêt supérieur de la nation. Donc on a ces représentations, et de ces représentations, on va déduire un certain nombre de grands principes qui, vous le verrez, continuent à structurer fortement l'action publique territoriale aujourd'hui. Donc vous les voyez, c'est l'égalité, la proximité, l'autonomie et le monopole. Donc dans l'égalité, on part finalement d'une promesse républicaine pour faire de l'égalité une promesse territoriale. Et au nom du principe d'égalité, chaque territoire va revendiquer son droit au développement. Au moment de la décentralisation, hein, la traduction de ça, et on le voit dans les mouvements récents, c'est que tous les territoires doivent se développer simultanément. Et donc, on va voir avec la décentralisation de l'urbanisme ce que ça va produire. Hein. Chacun va faire sa zone d'activité, chacun va faire sa zone commerciale. Si je suis un petit village avec une école qui ferme, je vais faire une zone pavillonnaire pour donner des effectifs à mon école. Donc, tout le monde est dans une logique de croissance. Tous les territoires doivent se développer. L'autre impact de cette logique d'égalité, c'est finalement qu'au nom de l'égalité des territoires, chacun, tous les habitants, tous les individus, doivent pouvoir accéder aux services non pas de manière équitable, mais de manière égalitaire. Ce qui, dans un pays comme la France, qui est finalement peu peuplé, mais dans lequel il y a du monde de partout, va induire un modèle de déploiement des équipements et des services
qu'on va avoir de plus en plus de mal à assumer financièrement. En tout cas, on a vraiment ce principe de l'égalité. Au nom de l'égalité, tous les territoires doivent pouvoir se développer et tous les habitants, quel que soit le lieu dans lequel ils habitent, où ils résident, doivent avoir un accès équitable, voire égalitaire aux équipements et aux services. Le deuxième principe très structurant, et vous le verrez qu'on continue à l'utiliser en permanence aujourd'hui, c'est le principe de la proximité. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on donne à cette définition de la proximité une dimension très géographique. Ce qui est proche, c'est ce qui est à côté de là où j'habite. Alors, tant que les gens vivent majoritairement dans les territoires et à proximité de l'endroit où ils travaillent, cette définition va être valable. Et on va voir qu'au fur et à mesure, avec les dissociations spatiales, je vous montrerai tout à l'heure à quel point elles sont importantes, cette notion de proximité au sens ce qui est proche, c'est ce qui est à côté de j'habite, va être de moins en moins opérante et garantir de moins en moins un accès équitable des habitants aux différents services. Les deux derniers éléments, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie, ça va vraiment induire cette logique d'empilement et de foisonnement. Donc chaque collectivité va développer ses propres politiques. On ne regarde pas trop ce qui se fait à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Chacun, en tant que collectivité autonome, va développer ses propres politiques. Ça va aussi conduire à une forme de foisonnement des équipements et des services. Là encore, tous les territoires, notamment dans cette logique de concurrence, veulent avoir l'intégralité de la gamme des équipements et des services. Et puis, chaque strate territoriale va développer sa propre organisation de la proximité, d'où un foisonnement des proximités, ce qui, pour l'individu, est tout sauf pratique. Et puis, effectivement, on termine par cette question du monopole. Progressivement, on va voir qu'avec la décentralisation, la sphère publique va revendiquer un monopole sur tout ce qui relève de l'intérêt général, donc la production des grandes politiques publiques, la production des grands services, alors qu'historiquement, ils sont partagés entre les communautés et les collectivités. Et puis, il y a deux derniers éléments qui ressortent, qui sont la mythologie de la taille critique et l'idéologie du local. On a le sentiment, pendant très longtemps, que plus c'est gros, plus c'est performant. Donc c'est pour ça qu'on fait des grandes régions, c'est pour ça qu'on va faire des grandes métropoles, c'est pour ça qu'on élargit les périmètres intercommunaux. Et puis paradoxalement, on a aussi le sentiment, c'est le dernier élément, que le local, même si on voit que tout le monde se revendique du local, de la commune jusqu'à la région, c'est finalement la bonne échelle naturelle d'organisation de la société. Et le local, c'est nécessairement la réponse à tous les défis, qu'ils soient environnementaux, sociaux, etc. Donc en gros, voilà. Le schéma de la décentralisation, c'est ça. C'est cette définition du territoire, cette définition de la société et cette pratique de l'action publique sur ces principes d'égalité, de proximité, d'autonomie, et puis cette logique de mythologie de la taille critique et d'idéologie du local. Si vous regardez un peu, si les élus font un retour en arrière, ou en tout cas un exercice d'introspection sur la manière dont ils produisent de la politique publique, on voit que ces éléments-là sont extrêmement structurants aujourd'hui de la manière dont on conçoit les territoires. C'est un espace, c'est plutôt un territoire clos, voilà, et de la manière dont on produit des politiques publiques. Donc on a vraiment été formaté à ces représentations et à ces principes clés. Bon, je pense que vous me voyez venir. Voilà, ma démonstration va être de vous montrer que tout ça, ça marche de moins en moins. Pourquoi ? Pour plein de raisons, mais pour deux raisons principales qui sont un double mouvement lié à la localisation des emplois et un mouvement inverse qui est la localisation de l'habitat. Je vous disais tout à l'heure que quand on construit la décentralisation, on est essentiellement dans une économie productive. On est au summum de l'emploi industriel et on a encore plus de 2 millions d'emplois dans l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe depuis ? On assiste à une très forte tertiarisation de l'économie. Donc on perd l'emploi productif qu'on compense en très grande partie par l'emploi tertiaire, que ce soit le tertiaire public, les emplois dans les 3 fonctions publiques, d'État, territoriale, hospitalière, que ce soit de tertiaire productif, c'est des fonctions qui auparavant étaient internalisées dans les entreprises qui se retrouvent externalisées, ou que ce soit du tertiaire résidentiel ou présentiel, c'est-à-dire des services qui sont apportés aux populations. Et ce phénomène de tertiarisation, il est tellement puissant que vous le voyez aujourd'hui, on se retrouve en France avec près de 80% de l'emploi qui est de l'emploi tertiaire. Et bien évidemment, cette tertiarisation de l'économie va avoir un impact considérable
sur la localisation de l'emploi en France, qui va essentiellement se concentrer dans les très grandes villes. Donc vous voyez ces 3 cartes. La première carte qui est ici, c'est la localisation de l'emploi. Donc plus le rond est important, plus le volume d'emploi est important. Vous voyez les 4 millions d'emplois à Paris. Et plus la tâche est foncée, plus le rythme d'évolution de l'emploi est important. Et vous voyez que ce qui se passe sur les dernières décennies, c'est que l'emploi sort des territoires et rentre massivement dans les villes. Les 2 autres cartes, celle qui est en haut, c'est les centres de décision. Avant, dans chaque territoire, on avait un centre de décision local. On voit aujourd'hui qu'on peut garder l'unité industrielle, mais le centre de décision est parti, principalement à Paris. Et puis, l'autre carte que vous avez, c'est la concentration des cadres et des professions à fort revenu. Et là encore, on retrouve la carte des métropoles. Regardez ce qui se passe sur les 10 dernières années. Donc, vous voyez, près de 500 000 emplois créés à Paris, 125 000 à Lyon, à Toulouse, etc. À Bayonne, regardez, 11 000 emplois, je vous l'ai encadré. Et donc, on a 84% de l'emploi qui aujourd'hui se crée dans les très grandes agglomérations, les 20 premières aires urbaines. Et on voit que sur les dernières années, l'essentiel de l'augmentation d'emplois, des emplois nouveaux, se concentre dans les agglomérations ou dans les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. Donc le premier phénomène qui est lié, qui n'est pas du tout une politique publique, qui est lié à la tertiarisation de l'économie, c'est l'emploi qui quitte les territoires. L'industrie en France, contrairement à l'Angleterre, elle n'était pas dans les villes. L'agriculture, par définition, elle n'est pas dans les villes. Donc le passage d'une économie productive à une économie tertiaire se traduit par la prise de pouvoir des villes sur les territoires en matière d'emploi. Ça, c'est la première évolution. Il y a un certain nombre d'autres évolutions qui sont moins décrites que la tertiarisation, qui sont liées à l'évolution des structures sociodémographiques et aussi l'évolution des modes de vie. Première évolution importante, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, vous le voyez, en 68, une personne sur 8 de plus de 65 ans, 1 sur 5 aujourd'hui, on va 1 sur 3 en 2060. Donc aujourd'hui, ça traduit quoi ? Ça se traduit comment ? Ça se traduit par une part de la population active par rapport à la population inactive qui est de plus en plus importante. Et donc on le verra, vous verrez tout à l'heure, j'ai calculé un indicateur de vieillissement, un indicateur de concentration d'emploi et un indice de dépendance économique, qui vous verrez quel est le rapport entre votre population active et votre population inactive. Donc premier élément, le vieillissement de la population. Ensuite, on a un certain nombre d'évolutions de modes de vie qui sont radicales. D'abord, il y a la relation au travail. Vous avez le sentiment de beaucoup travailler. Dans la réalité, on travaille de moins en moins. Vous voyez que quand on regarde, en 1900, on travaille 200 000 heures alors qu'on vit 500 000 heures. Aujourd'hui, on travaille 67 000 heures alors qu'on vit 700 000 heures. Donc en gros, moins de 10% de la totalité de sa vie. Et si on arrive à l'annualiser, on voit aujourd'hui que le temps qu'on consacre au travail, c'est 17% des heures annuelles disponibles. Donc je suis parti de ma définition de la société qui était structurée par la relation au travail. Unité de lieu, unité de temps, avec des gens qui passent beaucoup de temps au travail. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens passent de moins en moins de temps au travail. Je vous disais aussi tout à l'heure qu'au début, quand on commence la décentralisation, il y a moins d'une femme en âge de travailler qui travaille. Vous voyez qu'aujourd'hui, le taux d'activité féminin est à 2 points près équivalent au taux d'activité masculin. Ce qui veut dire que dans un couple, ce n'est pas un actif qu'il y a, c'est généralement 2 actifs. On a 71% des couples dans lesquels l'homme et la femme travaillent, et donc il faut trouver 2 emplois pour ce couple. Ensuite, on a le développement de la mobilité professionnelle. Tout à l'heure, quand on a commencé, on se disait finalement les gens passent leur vie auprès du même employeur. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a 18% des chefs de famille qui changent d'emploi chaque année, mais si on enlève les gens du public qui, par définition, ne changent pas, on passe à 43. Et donc, vous imaginez bien que la capacité pour un couple de biactifs de trouver simultanément 2 emplois à côté du même domicile, elle devient quasiment nulle. Et on va voir que progressivement, les gens vont complètement changer leur stratégie résidentielle. On va l'illustrer. Et aujourd'hui, les stratégies résidentielles sont de moins en moins liées à la localisation de l'emploi. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'unité de lieu, mais aussi d'unité de temps. Tout le monde vivait
dans les mêmes temps sociaux, imposés par les rythmes de la société industrielle. La société tertiaire, ce n'est pas du tout ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a que 37% des actifs qui ont une journée de travail standard, beaucoup de salariés qui ont des durées de travail qui varient selon les jours de la semaine, et pour 71% des couples de biactifs, vous voyez qu'on a moins d'une journée de travail sur deux qui est en moyenne synchrone. Donc on n'a plus l'unité de lieu et on n'a plus l'unité de temps. Je disais tout à l'heure que pendant très longtemps, on a une forme de lien entre croissance et développement social. C'est-à-dire que les gens se développent, enfin la société se développe, les pouvoirs d'achat des ménages augmentent. Globalement, il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres, mais finalement, tout le monde progresse. On n'est plus dans ce cas-là. On est dans un cas où le revenu des ménages continue à augmenter fortement, sauf qu'il est capté par une minorité de gens, le 9e décile. Quand vous êtes en dessus du revenu médian, vous continuez à avoir une stabilité de votre pouvoir d'achat. Et pour la première fois, quand vous êtes en dessous, vous commencez à avoir des ménages. En dessous du revenu médian, c'est 50% des ménages qui commencent à avoir des pertes nettes de pouvoir d'achat. Donc on n'est plus dans ce processus historique où la croissance entraînait de manière quasi mécanique le développement social. Il y a d'autres phénomènes qui ont aussi été très impactants. C'est la question du logement. Vous le verrez, les Français consacraient 6% de leurs dépenses à se loger dans les années 60, 12% dans les années 80. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 27% en moyenne. Donc, on a fini en France par faire du logement un marché spéculatif. Et donc, ce qui altère le plus le pouvoir d'achat des ménages, ce n'est pas la mobilité. Ce qui altère le plus le pouvoir d'achat des ménages, c'est l'effort qui doit être consenti pour se loger. On va le voir tout à l'heure, entre 2000 et 2010, le coût du logement a été multiplié par 2. On va voir aussi l'effet générationnel. Là, je vous donne 27% des revenus des ménages consacrés au logement en moyenne. Mais la moyenne, elle cache des disparités considérables. Si vous êtes dans le premier décile, c'est-à-dire les 10% de ménages, transparent à sauter, le 10% des ménages les moins aisés, ce n'est pas 27% que vous allez consacrer, c'est plus de 50% de votre revenu à vous loger. Et je le disais tout à l'heure, donc vous voyez que là vous avez l'alimentation en vert, le logement en violet et les transports en rouge. Vous voyez que le poids du logement dans les dépenses des ménages continue à augmenter. Le poids de l'alimentation a plutôt tendance à stagner, mais est repassé devant la mobilité. Et la mobilité, elle, a tendance également à stagner. En coût unitaire, la mobilité baisse. Je sais que c'est surprenant de dire ça, mais il faut moins d'argent aujourd'hui, il faut moins d'heures travaillées pour acquérir un véhicule équivalent ou un litre d'essence qu'il n'en fallait dans les années 80. Si le budget a augmenté, c'est parce que les distances ont augmenté. Par contre, vous le voyez que la part consacrée au logement, elle a considérablement explosé. Je vous disais tout à l'heure qu'on le verra, le coût du logement a été multiplié par 2 en France entre 2000 et 2010. Il est passé d'un indice 100 à un indice 240, alors que le revenu des ménages est passé d'un indice 100 à un indice 130. Et quand on est en région parisienne, sur 20 ans, c'est entre 100 et 380. Les Français ont perdu 35% de leur pouvoir d'achat immobilier en 20 ans. C'est l'équivalent de 17 mètres carrés. Et quand on est dans les métropoles, c'est près de 30 mètres carrés. Et donc tout ça, ça va amener les ménages à changer radicalement leur stratégie résidentielle. Au départ, on a une proportion d'actifs dans la population qui est forte. On a un temps consacré au travail qui est très important. On a des femmes qui travaillent peu, et il y a généralement un actif par ménage. On a des actifs qui ont peu de mobilité professionnelle, et on a une part du logement qui est faible. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Vous voyez que la proportion d'actifs a fortement diminué, que le temps consacré au travail a aussi fortement diminué, qu'il y a 71% de couples de biactifs, que la mobilité professionnelle a explosé et que la part des dépenses du logement dans l'ensemble des dépenses des ménages a également explosé. Et donc, autant historiquement, on a des gens qui vont habiter au plus près de l'endroit où ils travaillent, autant aujourd'hui, les stratégies résidentielles des ménages se déconnectent de plus en plus de la localisation de l'emploi. Ce qui fait
que les habitants ont fait exactement le chemin inverse des ménages, des emplois. Je vous ai dit tout à l'heure que les emplois étaient sortis des territoires pour entrer dans les villes. Les habitants ont fait exactement le contraire. Ils sont sortis des grandes villes pour aller dans le périurbain et même dans le rural. Vous le voyez, les grands pôles urbains ont perdu 1,4 million d'habitants au profit essentiellement des communes périurbaines, mais même des communes rurales qui aujourd'hui se sont en partie repeuplées. Et donc, simplement, ces deux phénomènes, l'emploi qui rentre dans les villes et les habitants qui sortent, vont avoir des conséquences majeures sur la manière dont fonctionnent les territoires. Donc, premier élément, regardez la dissociation spatiale de plus en plus grande. Donc la carte 75, vous voyez, il n'y a quasiment pas de taches rouges. Donc on a des gens qui vivent à proximité de l'endroit où ils travaillent. Et plus ça va, vous voyez la carte de 99, celle de 2012 et celle d'aujourd'hui. Vous voyez que la distance moyenne entre le lieu de résidence et le lieu de travail a explosé, 30 km en moyenne, avec des différences très significatives selon les catégories sociales. 18 km pour les cadres, c'est la carte qu'on voyait tout à l'heure, 40 pour les ouvriers. Et puis effectivement, des dissociations importantes en fonction de la nature de territoire dans lesquels on vit. Et donc, l'ajustement, la variable d'ajustement, c'est la mobilité physique. On voit en France une mobilité professionnelle qui explose. On voit en France une mobilité résidentielle qui baisse, moins 6 points dans les années 2000 par rapport aux années 90. Et la variable d'ajustement, c'est la mobilité. Vous avez cette carte-là qui sont simplement les domiciles de travail quotidiens en France, sachant qu'en moyenne, la part des domiciles de travail, c'est à peu près 15 à 18% du total des déplacements. Je disais tout à l'heure que les habitants, les ménages français faisaient 5 km par jour dans les années 60. On est aujourd'hui à 45 km. Et donc, on a des territoires qui sont en permanence traversés par des flux. Là, on voit des flux physiques. On verra aussi des flux financiers, ce qui va radicalement changer le fonctionnement même de l'économie territoriale. Alors, les conséquences, je vais essayer de vous les résumer. Donc, première conséquence, c'est la spécialisation fonctionnelle des territoires. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des emplois productifs dématérialisés dans les grandes villes et on va se retrouver avec de l'économie présentielle liée service à la personne, etc., dans les territoires qui sont les territoires non métropolitains. Et donc, ça change effectivement de manière assez radicale la nature de l'économie. C'est les théories, la théorie de la base économique qui a été réactualisée par Laurent Davzy, qui montre en fait que pour l'essentiel des territoires, l'enjeu, c'est pas de produire de la richesse, c'est de capter des revenus et ensuite réinjecter dans l'économie locale par les dépenses de consommation ces revenus captés. Et tout à l'heure, je vous montrerai quelle est la part des revenus générés par les emplois présents dans le territoire et quelle est la part des revenus captés par les actifs de votre territoire qui vont travailler à l'extérieur. Et vous verrez, c'est assez spectaculaire. Ensuite, ça a complètement bouleversé les pratiques territoriales. En gros, c'est ce qu'on appelle le grand débordement territorial. On n'arrive plus à enfermer les gens dans les territoires. On a eu beau, pendant 40 ans, élargir les territoires. On a divisé par 2 le nombre d'intercos en France en 10 ans. Le nombre d'intercos équilibrés emploi actif, c'est aujourd'hui 23%. Donc on a beau élargir les territoires, on n'arrive plus à enfermer les gens dans les territoires. On voit que, pour reprendre les propos de Jean Viard, la commune, c'est l'endroit où on dort. Donc chaque territoire a un endroit où il dort et une multitude d'endroits dans lesquels il vit. Et en fonction de ses singularités à la fois spatiales et temporelles, il va se construire finalement son propre territoire. Ensuite, voilà, si on devait définir des territoires, voilà l'image qu'on proposerait. Et vous voyez que cette image, elle est très très loin des découpages institutionnels administratifs. En fait, le fait que les emplois rentrent dans les villes et que les habitants sortent des villes, ça a eu comme autre conséquence majeure de mettre en interaction les territoires. En gros, de les rendre interdépendants les uns vis-à-vis des autres. Les grandes villes sont dépendantes des territoires périphériques pour loger leurs actifs et les territoires périphériques sont dépendants des grandes villes, en partie, pour trouver du travail ou pour donner à travailler à leurs habitants. Et donc, on est dans un contexte où les territoires sont en fait des grands systèmes,
Vous voyez la taille de ces systèmes qui sont effectivement polarisés par les plus grandes villes. On voit le rôle de Lyon, on voit Bordeaux, on voit Toulouse, etc. Bon, bien sûr Paris, mais on voit le rôle des métropoles régionales. Et les territoires sont complètement interdépendants. Et on n'est plus dans une logique spatiale des territoires. On est vraiment dans une vraie logique systémique. Ça a une autre conséquence. C'est que la segmentation classique qu'on a utilisée en géographie jusqu'à présent, c'est-à-dire le rural, le périurbain, et l'urbain, ça ne permet plus de caractériser ces territoires. Dans des grands systèmes territoriaux, les parties périurbaines et rurales du territoire sont des éléments, dit autrement, sont des quartiers de la grande ville ou sont des éléments du grand système territorial. Et vous le voyez, on a en France 92% de la population qui vit dans ou sous l'influence d'une ville. Et quand on est dans le rural, on a 9 personnes sur 10 qui n'ont plus rien à voir avec l'agriculture. Donc, je disais qu'à un moment donné, on caractérisait les territoires par le type d'économie qu'ils accueillaient, bien sûr par leurs caractéristiques géomorphologiques et aussi la densité, on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, on ne peut plus les caractériser de cette manière-là. On voit bien que les territoires sont devenus complètement interdépendants. Ça change aujourd'hui complètement les critères qui fondent l'attractivité d'un territoire, notamment en lien avec l'évolution des stratégies résidentielles des ménages. Avant, l'attractivité d'un territoire, elle était directement liée à sa capacité à produire et à fournir des emplois. Aujourd'hui, on voit que ça repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est effectivement des opportunités dans lesquelles on va retrouver des opportunités d'emploi, mais bien avant l'emploi, on va avoir la capacité à bénéficier d'un meilleur logement et le fait de venir dans une commune qui offre un meilleur cadre de vie. Vous voyez que le critère opportunité professionnelle n'apparaît qu'en 3e critère. Donc ça change complètement les facteurs qui font l'attractivité. Le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle la connectivité, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à se mettre en relation avec les autres territoires, et donc la facilité pour celui qui habite dans un territoire d'aller travailler dans un grand gisement d'emploi métropolitain. Donc, premier facteur, les opportunités. Deuxième facteur, la connectivité. Le troisième facteur, c'est la question des aménités, dans laquelle on va retrouver le niveau d'équipement et de services. On va par exemple avoir des gens qui viennent dans un territoire parce qu'ils savent que l'appareil éducatif est de qualité, donc ça va donner plus d'opportunités à ses enfants, parce qu'il y a des crèches, parce qu'il y a de la culture, parce qu'il y a du sport. Les aménités au sens de la qualité des espaces urbains, de plus en plus de volonté de nature en ville, de choses comme ça. Et le dernier élément, c'est la question de la résilience. On a vu que la crise avait profondément changé le regard des gens sur les territoires et qu'aujourd'hui, il y avait une attention forte qui était portée sur la capacité du territoire à protéger ses habitants en situation un peu complexe, et notamment sur les questions d'autonomie sanitaire et d'autonomie alimentaire. Donc on voit que la question de l'attractivité, elle est beaucoup plus, elle est très loin aujourd'hui de se limiter à la question de l'emploi. Ce n'est même plus le premier critère pour venir s'installer dans un territoire. Le premier critère, c'est le logement. On voit ensuite que la question de la mobilité, comment je circule à l'intérieur du territoire, mais de manière encore plus fondamentale, comment je me rends de mon territoire vers les grands gisements d'emploi est déterminante. Et ensuite, ce qui fait la différence, c'est le niveau de service, la qualité des espaces publics et, pour terminer, tous les éléments qui sont liés à la résilience du territoire. Donc, vous voyez à quel point les évolutions des modes de vie et les évolutions de l'économie territoriale changent profondément le fonctionnement des territoires par l'ajustement des stratégies résidentielles des ménages et par le changement des stratégies d'implantation des entreprises. Comment ça se traduit chez vous ? Il y a des choses qui sont convergentes et il y a des phénomènes qui sont moins marqués qu'ailleurs. La première chose qu'on a regardée, c'est effectivement l'évolution de votre économie. Vous voyez que vous avez un peu moins d'emplois tertiaires que la moyenne nationale, puisque vous êtes à 63, et que vous gardez une forte coloration industrielle, puisque vous avez 27%, près de 28% de vos emplois
qui sont des emplois dans l'industrie, alors que la moyenne nationale aujourd'hui est à 12%. Mais si on se situe sur une période longue, et si on essaie de caractériser l'évolution de l'emploi, donc on va distinguer deux sphères, la sphère productive dans laquelle on met l'industrie, l'agriculture et le tertiaire productif, ce qui change un peu les résultats par rapport au tableau précédent, et la sphère présentielle dans laquelle on va mettre les services à la population, le commerce, mais aussi le tourisme et essentiellement les emplois publics. On voit que vous passez d'un indice 100 à un indice 171 globalement pour la création de l'emploi, mais au sein des sphères, ce qui a majoritairement créé de l'emploi, c'est la sphère présentielle. Alors, vous réussissez la performance d'avoir quasiment, enfin un peu plus même d'emplois productifs que vous n'en aviez en 75. La plupart des territoires, ils sont à 50 là. Mais malgré cette performance sur l'emploi industriel et malgré votre stock d'emplois industriels, vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui a créé l'essentiel des nouveaux emplois, ce sont effectivement ces fameux emplois présentiels. Ces emplois qui sont liés effectivement à la présence d'individus sur votre territoire. Donc vous avez effectivement une coloration économique forte, encore beaucoup d'emplois industriels, mais ce qui crée des emplois dans votre territoire, comme partout ailleurs, c'est essentiellement, et dans des proportions qui sont considérables, les emplois présentiels. On s'est ensuite intéressé à l'évolution de la démographie. Je vous parlais du vieillissement. Regardez ce qui se passe sur les 10 dernières années dans votre territoire. Donc vous avez une bonne dynamique démographique, mais les moins de 20 ans, il y en a 728 en plus. Les 20-59 ans, il y en a 810 en plus. Et les plus de 60 ans, plus de 2000 personnes. En 10 ans. Vous vous rendez compte l'évolution, l'impact du vieillissement. Donc, je vous ai fait quelques petits schémas pour vous montrer ça. L'augmentation des 60 ans, c'est près de 60% de l'augmentation totale de votre population. Vous voyez que cette tranche d'âge des plus de 60 ans a augmenté de plus de 40%, alors que la part des 20-59 ans a augmenté que de 6%. Donc effectivement, malgré votre dynamisme démographique, ce deuxième élément fort que j'essaie de vous illustrer tout à l'heure, qui est le vieillissement, on le constate chez vous comme on le constate dans l'ensemble de la population. Je vous parlais tout à l'heure de l'indice de vieillissement. Donc vous voyez, l'indice de vieillissement, c'est le rapport entre la population des plus de 65 ans et la population des moins de 20 ans. Vous voyez que la moyenne nationale est de 80, ça veut dire qu'il y a 80 personnes en France de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans. Et donc vous voyez que vous, votre moyenne, elle est de 89. Vous avez 89 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans, avec des différences par commune importantes, puisque vous voyez, vous avez des populations communales qui sont très jeunes, mais vous avez aussi des populations sur un certain nombre de villes, et effectivement, on va le retrouver plutôt dans des grandes villes, qui sont très élevées. On le voit notamment sur Tarnos. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'indicateur de dépendance économique. C'est quoi l'indicateur de dépendance économique? C'est on prend les plus de 60 ans, on les ajoute aux moins de 20 ans, et on fait le rapport avec les 20-60 ans. En gros, de manière un peu caricaturale, c'est la population active par rapport à la population inactive, à la louche. Donc vous voyez que la moyenne nationale, elle est de 90, et vous voyez que vous êtes à 105. Ça veut dire que vous avez plus d'inactifs que d'actifs. Alors, j'ai regardé, il y a des villes un peu plus dans le Pays Basque, là, où ils sont à plus de 200 déjà. Mais d'ores et déjà, vous êtes dans un territoire dans lequel il y a plus d'inactifs que d'actifs, avec là encore des différences entre les communes qui sont assez importantes. Donc quand je vous parlais tout à l'heure du vieillissement, quand je vous parlais tout à l'heure de la place du travail qui est de moins en moins structurante, on le voit aussi sur ces éléments-là. Ensuite, on s'est posé la question de où travaillent les actifs. Vous voyez que vous avez 34% de vos actifs qui restent dans votre périmètre communautaire pour travailler. Vous en avez 51% qui vont travailler dans la communauté d'agglo du Pays Basque, dont 25% à Bayonne. Et ensuite, c'est un peu la communauté de communes de Marem à Dour-Côte-Sud. Et ensuite, c'est très très marginal, avec notamment pas d'influence de la métropole. Donc en gros,
ça se joue essentiellement entre les actifs qui restent à l'intérieur du périmètre communautaire pour travailler et surtout les actifs qui sortent à l'extérieur, notamment dans l'agglo du Pays Basque, pour travailler. Qu'est-ce qui se passe du côté des emplois ? On a à peu près le même phénomène. On a 43% des emplois du territoire qui sont occupés par des actifs qui habitent votre territoire et on en a 33% qui viennent de la communauté d'agglo du Pays Basque. Il y a 10% de vos emplois qui sont occupés par des gens qui habitent à Bayonne, par exemple. Donc on voit bien en fait, ces phénomènes de flux que je décrivais tout à l'heure. Comment ça se traduit en matière de masse salariale ? Alors là, c'est assez spectaculaire. Je vous disais tout à l'heure que la théorie, une des théories, notamment la théorie de Davzi, c'est de dire, pour l'essentiel des territoires, l'enjeu, c'est pas de produire de la richesse, c'est de capter des revenus. Donc vous avez à peu près 11 000 actifs qui habitent votre territoire et à peu près 8 500 emplois. Ces 8 500 emplois génèrent une masse salariale de 160 millions par an. Par contre, les actifs, les 11 000 actifs, génèrent une masse salariale de 215 millions. Vous avez 66% des actifs qui habitent hors du territoire et donc qui captent 145 millions de masse salariale. Alors, c'est assez étonnant, ces chiffres-là, parce que généralement, on s'aperçoit que les actifs qui travaillent à l'intérieur du territoire ont des revenus moyens très inférieurs à ceux qui sortent et on ne le retrouve pas chez vous. Par contre, vous voyez que comme vous avez 55% des emplois qui sont occupés par des actifs qui travaillent à l'extérieur du territoire, vous allez distribuer, vous, 90 millions de masse salariale qui vont partir à l'extérieur du territoire. Et quand on fait un peu des cumuls, regardez ce que ça donne. Donc déjà, regardez les différences entre les masses salariales captées par les actifs qui travaillent à l'extérieur et les masses salariales générées par les actifs. Donc globalement, quand vous comparez les deux chiffres, ce qu'il faut regarder, c'est l'importance de ce chiffre-là. C'est-à-dire les masses salariales qui sont rapatriées sur le territoire par des gens qui habitent ici, mais qui vont travailler à l'extérieur. Alors, ce n'est pas parce qu'ils rapatrient ces masses salariales qu'automatiquement, ils vont les consommer sur place. D'où la nécessité, ce développement-là, il se fait effectivement en deux temps. Je capte de la masse salariale et j'organise son injection dans l'économie locale par les dépenses de consommation. Mais vous voyez que les dépenses, les masses salariales générées par les actifs qui habitent et qui travaillent dans le territoire sont sans commune mesure avec les masses salariales des actifs qui vont à l'extérieur du territoire et qui les rapatrient sur le territoire. Donc on est bien dans cette logique où une partie de l'économie du territoire, une grosse partie, fonctionne sur la capacité du territoire à capter de la richesse, à capter des revenus. Donc on le voit ici par rapport aux différentes agglos. Alors, sachant que vous avez un emploi industriel très fort, vous avez une vraie économie productive par rapport à ce qu'on peut trouver en moyenne nationale. Et si on fait voilà, si on cumule un peu ce qui se passe au niveau des EPCI, regardez. Si on voit les masses salariales échangées entre la communauté du Seignanx et celle du Pays Basque, celles qui sont captées, celles qui sont distribuées, on est à 179 millions d'euros. Si on est sur les masses salariales échangées entre la communauté du Seignanx et les autres, c'est 56 millions. Donc on voit bien l'intensité des relations, avec quel autre territoire ça se joue. Et si on est sur les masses salariales produites, des actifs qui travaillent et habitent ici, on est sur 70 millions. Donc vous voyez l'importance, on le voit aussi sur ce schéma-là, mais vous voyez l'importance, ce que génère par rapport à ce que produit par rapport à l'économie locale, le fait de ces flux de personnes qui habitent à un endroit et qui vont travailler à un autre. Et on le voit ici sur les domiciles de travail, on le voit ici sur par qui sont occupés les emplois. Et quand on le traduit en masse salariale, ça donne effectivement des réalités qui sont extrêmement fortes, extrêmement structurantes du territoire. Tout ça, effectivement, ça va aussi illustrer ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que la segmentation classique, urbain, périurbain, rural, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Quand on analyse la nature de votre territoire par la densité,
on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 communes qui sont classées dans les espaces à dominante urbaine, et 6 communes qui sont classées dans les espaces à dominante rurale. Donc on pourrait se dire, l'essentiel du territoire a une dimension rurale. Quand on regarde les unités urbaines, ça va être la continuité du bâti. On va s'apercevoir qu'on a 3 communes qui sont dans l'unité urbaine de Bayonne, une commune qui a sa propre unité urbaine et 4 communes qui sont hors unité urbaine. Donc là encore, on se dit, oui, on n'est pas dans l'influence. Mais quand on va regarder l'aire d'attraction des villes et quand on va regarder les zones d'emploi, on va s'apercevoir que malgré le fait que l'essentiel de vos communes soient des communes à dimension rurale, elles sont aujourd'hui complètement dans l'aire d'attraction de Bayonne. Je vous disais tout à l'heure, il y a 92% des habitants qui vivent dans ou sous l'influence d'une ville et 9 personnes sur 10 dans le monde rural n'ont plus de rapport avec l'agriculture. Vous voyez aujourd'hui que la densité ou le continuum urbain ne caractérise pas le fonctionnement de votre territoire. Puisque, effectivement, si on est uniquement sur ces caractéristiques de densité, on va s'apercevoir que vous avez beaucoup de communes rurales. Là, on voit qu'effectivement, on n'a que 3 communes qui sont dans l'unité urbaine de Bayonne, mais pour autant, l'intégralité des communes sont dans l'aire d'attraction de Bayonne et l'intégralité de vos communes sont dans cette très grande zone d'emploi. On retrouve en France 306 zones d'emploi qui structurent le territoire. Voilà, donc on voit effectivement aujourd'hui que par l'effet combiné de la tertiarisation de l'économie et par l'effet de l'évolution des modes de vie, de l'évolution socio-démographique et aussi les stratégies résidentielles qui en découlent, on voit que les territoires sont aujourd'hui complètement bousculés et ne fonctionnent plus du tout selon le référentiel qu'on avait au début de la décentralisation. Et pour terminer, j'aimerais vous proposer 4 idées. Donc déjà, ça secoue un peu, ça, il faut déjà adapter l'action publique à ça, mais voilà, il y a 4 idées qui me paraissent importantes à penser. C'est au-delà de l'adaptation à ça, on a 4 défis à prendre en compte. D'abord, la question de comment on pense le territoire à l'âge des transitions, ou à l'âge de l'Anthropocène. Comment on pense le territoire à l'âge du développement accéléré des inégalités. Comment on pense l'action publique à l'âge de l'interdépendance territoriale. On viendra tout à l'heure. Quand on a des territoires qui sont autant sous influence, quelle capacité on a à construire la politique en regardant uniquement ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on terminera par la question de l'action publique à l'âge de la crise de la légitimité. La première question, c'est celle de l'Anthropocène, ou en tout cas des transitions. Je vous disais tout à l'heure que, au nom du principe de l'égalité, tous les territoires doivent pouvoir se développer. Et que toutes les stratégies des territoires sont construites sur une logique de croissance. On a quand même un problème, c'est que dans un monde fini, alors qu'on consomme déjà plus de ressources que la planète est en capacité d'en régénérer, est-ce que tous les territoires peuvent continuer à se développer indéfiniment? Bien évidemment, la réponse est non. Et donc ça va vraiment questionner les stratégies des collectivités, parce que on parle tous d'environnement dans les collectivités. Mais quand on regarde dans la réalité, jusqu'à présent, on a géré ce qu'on appelle les externalités négatives du développement. Mais on n'a pas vraiment renoncé au développement. Là, la question qui est posée, c'est vraiment le questionnement de l'injonction perpétuelle à la croissance. Et donc, se pose effectivement la question de trouver des modèles, des nouveaux modèles, pour penser les territoires, pour les organiser, qui ne mettent pas en tension les ressources, qui ne mettent pas en tension la biodiversité, qui ne mettent pas en tension le climat, comme on le fait aujourd'hui. Alors, ça part... on évoquait tout à l'heure la question du zéro artificialisation nette. En France, on consomme l'équivalent de 5 terrains de foot. On artificialise 5 terrains de foot toutes les heures. Vous imaginez ce que ça produit sur la biodiversité, etc. Donc, il va y avoir une loi qui va vous forcer à diviser par 2 votre consommation foncière dans les 10 prochaines années
et arriver à la neutralité foncière d'ici 2050. Forcément, ça va changer le modèle économique de production du logement et de production des zones d'activité. Zones d'activité qui demeurent le modèle d'organisation de l'activité économique majeure, alors qu'on a vu qu'on a 80% de l'emploi qui est aujourd'hui tertiaire en France, donc 80% de l'emploi qui est compatible avec les villes. Donc, premier enjeu, il est là. On a aussi cet enjeu de nouveaux référentiels du fonctionnement des territoires. Hein. On voit bien finalement que la crise, elle a révélé les limites de cette logique de spécialisation fonctionnelle des territoires. On a des territoires qui sont une grande chaîne de valeur qui s'étire quasiment à l'échelle mondiale. Dès qu'il y a un maillon qui est défaillant, c'est toute la chaîne qui commence à avoir des difficultés. Et donc aujourd'hui, on voit bien que le regard, je vous le disais tout à l'heure, sur les territoires change et que la capacité du territoire à protéger ses habitants, mais aussi sa capacité à se protéger lui-même est de plus en plus déterminante. Et les habitants sont de plus en plus vigilants à la capacité du territoire à préserver ses ressources, son eau, son air, son foncier, à relocaliser des activités qui sont vitales pour la vie quotidienne, et puis que ce soit l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, l'autonomie sanitaire. Et puis on voit aussi que les territoires qui ont le mieux résisté à ces effets-là sont les territoires dans lesquels il y a un haut niveau de service public. Et donc la question du service public, elle est aussi au cœur de ces questions de transition. Il y a un deuxième enjeu qui est important, c'est le développement des inégalités. Et en fait, on voit bien qu'on ne peut pas traiter la question environnementale sans traiter la question sociale. Je disais tout à l'heure, on doit questionner l'injonction à la croissance. Ça nous amène aux logiques de sobriété. Ça nous amène aux logiques, voire de décroissance. Mais parler de sobriété à des gens qui ont du mal à se nourrir, à se loger et à se soigner, c'est quand même un peu compliqué. Donc on voit bien que si à un moment donné, on n'a pas une redistribution plus forte des richesses, on ne peut pas aborder cette question environnementale. Et on voit aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, qu'on est rentré dans un système où le lien mécanique qui existait entre la croissance et le développement social, il a été complètement rompu. Donc je vous disais tout à l'heure sur le logement, enfin sur les revenus, 50% des ménages qui décrochent. Si on regarde aujourd'hui le rapport à l'avenir, il faut 6 générations en France pour passer quand vous êtes dans le premier décile, les 10% des ménages les plus pauvres, pour passer au revenu médian. Pas en haut, il faut passer au revenu médian. 6 générations en France. Il en faut 2 au Danemark. Et il y a François Dubé qui montre que la France est très loin d'être le pays le plus inégalitaire au monde, mais c'est le pays dans lequel la reproduction sociale est la plus forte. C'est-à-dire le déterminisme, le capital culturel et aujourd'hui économique des parents explique le plus la trajectoire des enfants. Et donc effectivement, on a cette question à résoudre parallèlement à la question environnementale. Si on ne traite pas la question sociale, on n'y arrive pas. On a ensuite effectivement cette question de la décentralisation. On voit bien la limite de l'extension des périmètres. On va aller jusqu'où ? On va aller jusqu'aux 300 zones d'emploi. On voit bien que la question, c'est plus les périmètres. Mais on a une autre question qui est en débat. C'est la logique de spécialisation et le principe de subsidiarité. Dès lors qu'on admet l'idée d'un système territorial, on voit bien que les enjeux sont multiscalaires. Ils sont à toutes les échelles. Si vous voulez traiter la question de la mobilité, ça commence dans votre quartier et ça va se finir dans les relations entre vos deux intercommunalités. Donc la même politique, elle doit être complètement interterritorialisée. Si on veut traiter les questions environnementales, il faut sortir des logiques en silo. Si je veux améliorer la qualité de l'air, il faut que je travaille sur l'habitat, sur la mobilité, sur l'industrie, sur l'agriculture. Bon. Donc on voit bien aujourd'hui que la capacité à confier l'intégralité d'une politique publique à une strate territoriale donnée, elle est quasiment nulle. Et que la vraie question, c'est plus de redécouper les territoires, c'est plus de redistribuer les compétences. La vraie question, c'est organiser des coopérations à la fois horizontales et verticales entre les collectivités. Et puis le dernier élément qui est vraiment important, qui est celui de la crise de la légitimité de l'action publique. On sort d'un week-end qui est assez traumatisant de ce point de vue-là. On voit bien qu'il y a une vraie crise de la représentation et pas que de la représentation politique.
On voit bien aujourd'hui qu'on a dans la représentation syndicale, mais même dans la représentation associative, ces mêmes phénomènes. Donc les questions de gouvernance verticale sont de plus en plus contestées. Il y a l'aspiration à un nouvel agir politique et social. Et puis un autre élément qui est important, c'est qu'on voit que la production de la ville, parce que dans le domaine public, on a le sentiment que tout tourne autour de ce que fait la sphère publique. Mais globalement, si on suit un peu ce que j'ai exposé là, on voit que les stratégies d'implantation des entreprises et les stratégies résidentielles des ménages sont quasiment, si ce n'est plus structurantes du fonctionnement des territoires que la seule action publique. Et donc demain, effectivement, il faut se poser la question de comment on hybride l'action publique, comment, avec la question des communs et de la propension des citoyens à s'auto-organiser, on produit différemment du service public. Je citais l'exemple de la mobilité. Pendant très longtemps, la question de la mobilité, c'est je mets des gens qui sont dans des voitures, dans des transports en commun. Puis à un moment donné, on se dit, et c'est notamment la question de l'intrusion du numérique, finalement les véhicules, je les ai, c'est les voitures particulières. Si au lieu d'avoir 1,08 personnes par voiture, j'en ai 1,2, j'ai complètement résolu le problème de la mobilité. Donc je ne vais pas forcément faire des grands réseaux de transport en commun, mais je vais faire des voies de covoiturage et je vais développer par des plateformes du covoiturage. Donc je vais faire de la régulation. Donc on voit bien que ces éléments-là, que ce soit le numérique, que ce soit la question des communs, que ce soit la nécessité d'hybrider l'action publique, elles changent complètement la manière qu'on a aujourd'hui de concevoir ce que doit être l'action publique et de produire de la politique publique. Voilà, donc mon propos, c'était de vous montrer ce à quoi il fallait s'adapter en termes d'évolution de l'économie territoriale et d'évolution des modes de vie, mais vous montrer aussi tout ce qu'on doit anticiper si on veut que l'action publique soit moins en réaction de phénomènes. C'est un peu le reproche qu'on fait aujourd'hui à l'action publique. C'est-à-dire, finalement, le temps privé est de plus en plus court, le temps public de plus en plus long, et on a une action publique qui est souvent en réaction à des phénomènes et en correction à des phénomènes qu'elle n'a pas su anticiper. Et donc, si on veut arriver à prendre en compte ça, on a vraiment ces 4 enjeux. Il faut vraiment se saisir de ces 4 enjeux pour arriver à faire en sorte que l'action publique produise de plus en plus de résultats. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci. Voilà, très bien. Vous avez brossé large, vous nous avez donné quelques idées également que l'on peut, bien sûr, sur lesquelles on peut rebondir. Alors, peut-être déjà sur la première partie de l'exposé, est-ce qu'il y a éventuellement des questions, des remarques? Et puis après, cette invitation à nous transporter vers des possibles. Également, on a quelques citoyens, quelques élus qui peuvent rebondir, quelques agents des collectivités territoriales qui habitent le territoire ou qui habitent les territoires voisins, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de connexions entre nous. La parole est à vous, dans des réactions, des questions peut-être, des commentaires. Allez, Victor. Alors on se présente et... ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. On est filmé ce soir par TV Londres, que je salue et que je remercie, parce qu'on sait que pendant la crise sanitaire, c'est pas toujours facile de se déplacer et qu'on veut quand même que nos assises elles soient partagées avec le maximum d'habitants, d'acteurs, de citoyens. Donc c'était important qu'on filme l'ensemble des initiatives. Et si vous n'avez pas envie d'être filmé ce soir, il faut nous le dire, auquel cas la caméra ne se posera pas sur vous. Victor, ça va? On peut te filmer? Tout va bien. Oui. Donc, Victor Pécastin, je suis à la retraite et avant j'étais dans l'enseignement, professeur d'abord, inspecteur ensuite. Voilà. Alors, j'ai une question parce que vous avez dit qu'il y avait une forte augmentation de la population de plus de 65 ans. Alors, est-ce que ça provient d'un vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'ils avancent de plus en plus en âge et donc ils sont de plus en plus nombreux, ou est-ce qu'il y a des entrées dans le territoire d'autres personnes qui viennent chez nous âgées pour vivre leur retraite? Non, c'est un phénomène essentiellement endogène, c'est le vieillissement de la population. Ouais. Mais après, vous avez abordé un sujet qui va être important, c'est que quand on va se retrouver avec une personne sur 3 de plus de 65 ans, il va nous manquer des actifs.
l'Europe va perdre 50 millions d'actifs d'ici 2060. Dans le même temps, les États-Unis en récupèrent 50. On va finir par manquer d'actifs. Donc effectivement, il va falloir faire venir des gens pour travailler. Je peux faire le deuxième ou pas ? Oui, alors il y en a une autre là qui m'a interpellé, c'est la distance entre le lieu de résidence et de travail pour les cadres et pour les ouvriers. Et alors, je pense que si les cadres sont plus près de leur lieu de travail, c'est qu'ils ont les moyens de pouvoir acheter une résidence qui est proche, et donc et plutôt en centre-ville plutôt qu'à l'extérieur. C'est exactement je pense ça. que j'avais vu une étude où on voyait que centre et ensuite des cercles concentriques. Et plus les revenus étaient faibles, et plus les gens s'éloignaient du centre. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde où sont les personnes les plus pauvres, elles sont dans le cœur des villes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les personnes très riches et très pauvres en ville. Et ce qu'on va avoir en périphérie, c'est surtout les catégories intermédiaires. Et quand vous vous retrouvez dans le rural, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas des revenus très élevés, mais il n'y a pas non plus des revenus très bas. Donc effectivement, c'est l'augmentation du coût du logement qui oblige les gens à aller de plus en plus loin, parce que quand vous consacrez déjà plus de 50% à vous loger, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est l'impact générationnel de ce phénomène-là. Je vous disais tout à l'heure qu'on a multiplié par 2 le coût du logement en 10 ans en France entre 2000 et 2010. Et ça a continué, vous l'avez vu. Si vous avez acquis votre logement avant 2000 et que vous l'avez payé, en 10 ans, vous avez multiplié par 2 votre capital sans rien faire. Mais si vous êtes un jeune qui aujourd'hui essaye de se loger, les taux d'effort à consentir, ils sont insupportables. Et les taux de pauvreté, on ne les a pas chez les personnes âgées. La population en France dont le taux de pauvreté est le plus bas, c'est les 60-75 ans. La population dont le taux de pauvreté est le plus haut, c'est les moins de 30 ans. Voilà, ça vous laisse quoi? Non, très bien, le micro va circuler. Et donc, il faut que vous vous leviez parce qu'apparemment, on ne voit pas à la caméra. Pour les personnes qui sont derrière les appareils chez eux, c'est mieux. Dominique Lapierre, je suis résident à Ondres. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la spécificité d'une économie qui est axée essentiellement sur le tourisme, notamment en matière de logement et de flux ? Alors, une économie qui est basée sur le tourisme va avoir un effet direct sur le logement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une augmentation du coût du logement et une difficulté des locaux à accéder au logement. Mais en fait, ce phénomène-là, on le voit, quand je vous parlais tout à l'heure des flux, à une époque, on avait fait, nous, une étude sur l'arrivée du TGV à Reims. Les élus se disaient, c'est génial, ça va développer la ville. On leur avait dit, faites attention, ça vous met à 3/4 d'heure de Paris. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des Parisiens qui sont venus avec du pouvoir d'achat et qui ont fait monter les prix de l'immobilier et qui ont participé à périurbaniser les locaux. On l'évoquait tout à l'heure, on l'a quasiment à toutes les échelles, ça. Vous pouvez avoir des gens qui viennent d'une grande ville, qui vont arriver... Donc ce qu'on voit souvent dans les économies très touristiques, alors les économies touristiques, en fait, ce que disent des économistes comme Davzi, c'est que les meilleurs modèles sont les modèles productivo-résidentiels, c'est-à-dire ceux qui marchent sur 2 jambes, à la fois du productif, à la fois du résidentiel. C'est souvent des économies à contre-cycle, c'est-à-dire que l'économie productive, elle est très sensible aux variations internationales, c'est-à-dire quand il y a des crises, effectivement, vous perdez beaucoup d'emplois, ce qui n'est pas le cas de l'économie présentielle, et notamment en France où il y a beaucoup de redistribution. Donc quand vous avez une économie qui fonctionne sur le foisonnement des activités, elle est beaucoup plus résiliente qu'une économie qui fonctionne sur la spécialisation. Et pour revenir sur votre question sur le tourisme, on s'aperçoit que le tourisme, c'est une composante de l'économie de tous les territoires qui fonctionnent bien, y compris les métropoles. Si vous voyez le poids du tourisme à Paris, à Londres, à New York, dans toutes les grandes villes, à Lyon, à Bordeaux, c'est une composante majeure de l'économie. Mais ça a effectivement des effets sur le renchérissement du logement. Mais je dirais que ce n'est pas le seul levier, la seule économie qui a ce type d'impact, en fait.
Ah non, 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 non. Alors, c'est en fait l'économie qui est liée à la présence d'individus sur un territoire. Voilà. C'est-à-dire que c'est les services à la population, le commerce, les services de santé. Voilà, c'est toute cette économie-là. Et on met dans l'économie présentielle la question du tourisme. C'est-à-dire la présence ponctuelle ou permanente d'individus crée de l'emploi. Hein, vous savez qu'on a 2 modèles. On se dit, est-ce que c'est les emplois qui attirent la population ou est-ce que c'est la population qui attire les emplois? Mais on s'aperçoit que les deux fonctionnent. Il y a des endroits où, parce qu'on crée beaucoup d'emplois, on attire de la population qui vient travailler. Et puis il y a des endroits, et on est un peu plus dans ces endroits ici, où finalement, comme on a des conditions de vie qui sont vraiment de grande qualité, ça attire des gens. Et quand les gens viennent, eh ben, ça crée des emplois de services au profit de ces gens. Voilà, c'est ça. Mais dans cela, les services publics donc, jouent un rôle essentiel, il me semble, parce que Tout à fait, ouais. avec le vieillissement de la population, donc on a tout intérêt à voir beaucoup plus loin tout ce qui sera nécessaire également pour que ça reste quelque chose d'agréable à vivre aussi et mélangé avec l'autre population, quoi, avec les actifs. Les services publics sont un enjeu majeur. Déjà, je vous disais tout à l'heure, c'est un élément de l'attractivité des territoires. C'est-à-dire qu'on vient aujourd'hui dans un territoire parce qu'il y a un bon ou un haut niveau de service, que ce soit des personnes d'un certain âge sur le service de santé, mais que ce soit des jeunes ménages pour l'éducation, ou que ce soit des couples de biactifs qui vont chercher des crèches. Donc le niveau de service, c'est un élément de l'attractivité du territoire. Donc le niveau de service est un élément de la résilience des territoires. Les territoires qui ont le mieux résisté étaient les territoires dans lesquels il y avait des hauts niveaux de service, ne serait-ce que la question des hôpitaux. On a vu à quel point le fait d'avoir fermé plein d'hôpitaux intermédiaires, ça posait des difficultés. Donc la question des services publics, elle est essentielle. C'est un levier majeur auquel il faut s'intéresser pour l'équilibre et le fonctionnement des territoires. Alors, du coup, je m'inscris peut-être dans les questions. Je vais m'inscrire après. Oui, bonsoir. Avec la crise sanitaire que l'on est en train de traverser, on a assisté à des mouvements de population qui ont quitté les villes pour venir s'installer. Est-ce qu'on peut déjà avoir une incidence ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour connaître ce phénomène-là? Est-ce qu'il va se poursuivre avec le télétravail, avec toutes ces nouvelles habitudes qui se sont mises en place? Alors, on constate plusieurs choses. D'abord, effectivement, on a des flambées de marché immobilier, notamment dans certaines villes moyennes, qui offrent... en fait, quand on fait une étude sur... vous savez, je crois qu'il y a 56% des Franciliens qui veulent quitter la région parisienne, etc. On a 2 catégories. On a ceux qui veulent vraiment aller dans du rural, mais l'essentiel, ils veulent retrouver une ville, mais une ville de taille intermédiaire qui offre un meilleur compromis. C'est-à-dire que l'attractivité d'une ville, elle fonctionne sur un compromis entre les effets d'agglomération et les inconvénients de ces effets d'agglomération. Et quand le compromis se dégrade, et ben voilà, les gens sont... Donc on a des gens qui veulent partir, mais pour venir quand même dans des villes dans lesquelles il y a du service, etc. Ça commence à se traduire, effectivement. On voit sur certaines villes, j'ai l'exemple d'Annecy, où vraiment il y a des flambées immobilières qui sont hallucinantes. Et on commence à voir les effets, on commence à avoir des informations sur ce que produit le télétravail. D'abord, on voit que passé 2 jours et demi de télétravail, les gens se périurbanisent encore un peu plus loin. Donc, voilà. Et on voit que les pays dans lesquels il y a beaucoup de télétravail, ça a peu d'impact global sur la mobilité. Parce qu'effectivement, les gens se déplacent moins pour le motif du travail, mais comme c'est en moyenne 15 à 18% du total de déplacement, cette baisse-là, elle est compensée par l'augmentation des autres motifs. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est en train de changer, c'est le regard sur les territoires. Le regard sur les différentes catégories de territoires est vraiment en train de changer. Mais surtout, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que on a toujours le sentiment que tout est construit sur la relation au travail. On voit bien aujourd'hui qu'on travaille de moins en moins, et on travaillera de moins en moins dans les années à venir, et qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Donc il y a de plus en plus de stratégies qui se construisent hors cette relation-là. Voilà, donc le fonctionnement des territoires
voilà, on voit aussi, il y a d'autres phénomènes qui sont intéressants, notamment des dimensions sociales, je l'ai évoqué tout à l'heure. La société industrielle a été inégalitaire, mais elle donnait à travailler à tous les niveaux de qualification, et surtout elle permettait aux gens de monter. La société tertiaire, elle est encore plus inégalitaire. C'est-à-dire qu'elle donne à travailler aux gens très qualifiés. Il y a du boulot pour les gens qui ne sont pas qualifiés, mais il n'y a plus les barreaux, il n'y a plus les qualifications intermédiaires. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes-là qui sont en train de profondément changer. Moi, j'avais... Ben, ça marche déjà plus très bien. Je pense que déjà d'un point de vue environnemental, ça ne marche plus. Hein, et d'un point de vue social, je pense qu'effectivement, ça ne marche plus non plus. Alors juste... Regardez, je vous donne un exemple. Bon, je vous ai posé la question tout à l'heure. Je suis parti du constat qu'à l'âge de la décentralisation, le principe d'égalité fait que tout le monde veut se développer. Bon. Aujourd'hui, on se dit, on est en train quand même de sacrément abîmer la planète. Bon. La question du réchauffement climatique, mais au-delà du réchauffement climatique, la question de la biodiversité, au-delà de la biodiversité, l'épuisement des ressources. Donc aujourd'hui, quand on dit on ne peut pas développer tout le monde simultanément dans un monde fini qui consomme déjà plus que ce qu'il est en capacité de renouveler, ce constat, on arrive à le faire partager. La question suivante, c'est alors qui freine? Et là, il n'y a plus personne qui freine. Donc, je ne sais pas les solutions. C'est qu'à un moment donné, on reste prisonnier de nos logiques. C'est-à-dire que, vous voyez, je parlais tout à l'heure de croissance. Je fais un projet de territoire à côté d'une grande métropole, mais qui n'est pas française. Donc, ils ont un taux d'augmentation de la population de 3,5% par an, ce qui est, ils ne savent plus gérer. Donc, on leur a dit, jusqu'à présent, vous gériez les externalités négatives du développement. Maintenant, on va inverser les choses. C'est-à-dire qu'on va conditionner le développement au maintien des équilibres environnementaux. On leur a donné une solution claire. On leur dit, dans le code de l'urbanisme, vous avez le droit de surseoir à des permis de construire, des permis d'aménager ou des permis de diviser si vous ne respectez pas les capacités d'autorépuration des sols. Mais le fait d'inverser cette logique-là, pour eux, c'est une révolution. Donc, je crois que la prise de conscience, elle n'est pas encore suffisante. C'est pas optimiste, hein? Je peux poser ma question ou tu veux y aller? Allez, vas-y. Eva Belin, je suis le maire d'Ondres. Pardon, comme j'étais devant, je me disais que je n'avais pas besoin. Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur et sur votre réponse, effectivement, au risque de plomber l'ambiance, nous, en tant qu'élus, on se sent évidemment bien impuissants face aux problématiques que vous décrivez là. C'est pas que je suis pas d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas être d'accord ou ne pas être d'accord, parce que vous, ce que vous faites, ce sont des constats. Néanmoins, nous, le constat qu'on fait quand même, c'est que quand on se trouve face à des catégories moyennes, même moyennes supérieures, aujourd'hui, ici sur le territoire, on n'est plus en capacité de leur proposer un logement. On a une vraie problématique, et c'était toute la première partie de votre exposé, et moi, c'est vraiment ce qui nous pose aujourd'hui en tant qu'élus le plus de problèmes, c'est cette spéculation foncière et cette spéculation immobilière qui finalement pénalise, j'allais dire, c'est même plus les classes modestes, c'est l'ensemble des classes, sauf les vraiment très très aisées, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez clairement une maison sur Tarnos, Sondres, Saint-Martin et même maintenant Saint-André et une partie du Seignax, moins de 500 000 €, vous n'avez rien. Ça a de quoi quand même nous questionner. Et nous, en tant qu'élus, on s'en parle régulièrement, on est complètement pieds et poings liés, on n'a aucun ou très peu de dispositifs qui nous permettent de maîtriser cette spéculation-là. Et ça, je trouve que c'est très, très, très inquiétant pour notre territoire déjà aujourd'hui, mais pour l'avenir, parce qu'on a vraiment le sentiment d'un emballement et d'un déclassement de ces couches-là, parce que quelque part, on fabrique un peu du gilet jaune. J'ai envie de vous dire qu'un couple de salaire moyen qui va être obligé, qui travaille ici sur le Seignax et qui va être obligé d'aller se loger loin dans les terres, parce qu'il n'y a que là qu'ils vont trouver, ils vont faire 200 km par jour chacun, ils vont y passer une paye. Et il leur reste quoi pour vivre à la fin du mois? Pour nous, je crois que, en tout cas, en tant qu'élus, le problème majeur qu'on rencontre aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment celui-là. Oui. Après, c'est vraiment la description que vous faites des Gilets jaunes est juste. C'est-à-dire que
c'est pas, enfin, la description de les riches sont dans les métropoles, les pauvres sont en périphérie, elle est fausse. On a les riches et les pauvres au centre, et ce qu'on expulse, c'est les catégories intermédiaires. Mais effectivement, ces gens-là, pour moi, c'est pas tant c'est pas trop la question de bien sûr qu'ils dépensent plus d'argent dans la mobilité, mais ils l'économisent sur le logement. Mais c'est qu'ils ont une vie infernale. Ils se retrouvent avec une vie qui est bon. Et au-delà de ça, c'est le rapport à l'avenir. Enfin, quel avenir? Enfin, vous vous rendez compte, vous dites à des gens, vous êtes dans une situation difficile, dans 6 générations, votre enfant, ça ira peut-être un peu mieux. C'est pas tenable, ça. Voilà. Donc il y a à la fois aujourd'hui la question de l'immédiat, la fin du monde est la fin du mois, mais la fin du mois elle est importante. Moi je pense qu'au-delà de la question des revenus, c'est quelle vie ils ont, quoi. Quelle vie on donne. Toutes les horaires, voilà, on parlait tout à l'heure des horaires désynchronisés. Il y a des gens qui ont... Voilà. Et ensuite, il y a la perspective. C'est-à-dire que, ok, je travaille, et puis ça va servir mon fils ou ses enfants. Bah ouais, mais 6 générations, ça fait loin. Donc oui, on a un vrai problème là-dessus, je suis d'accord. Mais le logement, la clé, c'est là où moi je n'étais pas d'accord avec l'analyse sur les gilets jaunes, la clé, c'est pas la mobilité. La clé, c'est le logement. On a fait du logement un marché spéculatif. Le logement, c'est le support de produits financiers. On continue comme ça, on verra. Voilà. Et ça continue. Hein. Vous vous rendez compte ce que ça fait perdre 20 mètres carrés, 17 mètres carrés en moyenne d'espace perdu et 30 mètres carrés dans les métropoles. On parle de densité, mais ce n'est pas une question de densité, c'est une question d'espace à vivre. Aujourd'hui, on propose des produits dans les métropoles qui sont invivables. Mais bon. Et c'est pareil dans des territoires comme vous, qui effectivement... qui sont très attractifs d'un point de vue résidentiel. Le vrai sujet aujourd'hui, pour moi, il est vraiment sur le logement, vous avez raison. Alors, la propriété foncière, la spéculation foncière, etc., etc. Hein, la maîtrise publique des sols. Oui, Fabienne Tarambide, je suis justement élue au logement à la mairie de Tarnaus et effectivement c'est un gros souci. Je m'occupe plus particulièrement du logement social. Et on s'aperçoit effectivement que de plus en plus de ménages à bon revenu, revenu moyen, sont en demande de logement social parce que même le privé, les logements à la location dans le privé créent des conditions qui sont tellement drastiques, que même les personnes avec des revenus décents ne peuvent plus se loger dans le privé. Je prends l'exemple, par exemple, sur les 3 fois le montant du salaire pour arriver à avoir un logement, ou alors les garanties que l'on demande. On ne peut même plus prendre quelqu'un de la famille qui peut se porter garant. Il faut maintenant il y a des assurances qui se portent garantes et qui demandent des garanties terribles. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même dans les Landes, je ne sais pas sur les autres territoires, et qui à mon avis donne quelques espoirs, c'est le développement de logements sociaux dans les bourgs. Voilà, alors c'est quelque chose qui tend à se développer. Les bailleurs sociaux sont en train de racheter des logements existants pour ne pas justement continuer à bétonner, rachètent, réhabilitent et louent dans les bourgs. Voilà. Et ces bourgs-là sont bien contents parce que ils vont être obligés de créer... Bon, alors, ils vont être obligés de créer des services, c'est sûr, mais ça va aussi développer de l'emploi. Donc, est-ce qu'on n'assisterait pas peut-être, en tout cas dans notre département, à justement une nouvelle forme d'habiter et d'habitat, pour le coup. Oui, mais la difficulté, c'est que plus vous êtes dans des territoires périurbains et ruraux, plus vous êtes dépendant de la voiture particulière. Et plus vous êtes éloigné des services.
Donc pour certaines catégories, ça peut fonctionner. Mais regardez, moi je travaille dans certains territoires très ruraux, en Mayenne, les jeunes qui ne sont pas véhiculés, mais c'est catastrophique. Donc effectivement, ça va peut-être... Pour qu'ils créent des services, il faut que les villes les aident à créer des services, parce que seuls, ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas la fiscalité locale qui va les aider à créer des services. Il y aura peut-être des emplois présentiels qui vont venir, mais pour autant, on n'est pas sûr que ce soit les mêmes gens qui aient ces emplois. On voit bien aujourd'hui, avec les phénomènes qu'on a décrits, notamment les codes de biactifs et la mobilité professionnelle, que même dans des territoires qui ont plus d'emplois que d'actifs, le pourcentage de gens qui sortent peut être très très important. Donc effectivement, c'est une perspective, mais sur la mobilité, on continue la dissociation spatiale entre les lieux de travail et les lieux de résidence. On continue à marcher sur la tête de ce point de vue-là. Voilà. Et moi, je pense que les catégories les plus en difficulté sont celles qui sont le plus dépendantes des services. Donc, il y a à la fois le problème des services, à la fois le problème de la mobilité. Donc, ça peut fonctionner pour certaines catégories, mais sur les ménages les plus en difficulté, je pense que c'est une erreur de les envoyer dans des endroits où il n'y a pas de service et pas de mobilité. Ça, je suis bien d'accord, bien sûr, mais justement, il était question pour ces bourgs de développer en même temps de l'emploi au vu du fait que... Bon, voilà, oui, mais c'est pas parce qu'ils développent de l'emploi à côté que ce sont les gens du village qui les utiliseront. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que ça, c'était une grande théorie de l'aménagement et des SCOT pendant des années. On s'est dit, si là où il y a un actif, il y a un emploi, on a résolu le problème de la mobilité. Et puis effectivement, on s'est aperçu à un moment donné que les emplois locaux, ils n'étaient pas forcément occupés par des gens qui habitaient à côté. Mais c'est extrêmement lié à ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire il y a de plus en plus de couples de biactifs, donc ce n'est pas un emploi qu'il faut trouver, c'est deux, et il y a de plus en plus de mobilité professionnelle. Donc la capacité à trouver 2 emplois simultanément à côté du même domicile, elle devient quasiment nulle. Donc les gens changent leur stratégie résidentielle. Donc moi je ne crois pas à cette capacité à résoudre le problème de la mobilité par l'équilibre emploi-actif. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Vous avez peut-être par votre statut un petit peu plus de recul que les élus locaux. Est-ce que vous connaissez des modèles à l'étranger qui sont plus pertinents que le nôtre? Sur la question du logement, moi je pense qu'il y a la question du foncier et de la propriété foncière. Tant que voilà, on voit dans les pays à très forte densité où il y a une grande rareté foncière, que le statut du sol est complètement différent. Donc, je répète, on a fait du foncier un marché spéculatif, on continue, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est facile à dire, mais je pense que le foncier devrait être public dans les secteurs qui sont des secteurs en tension. Et on ne devrait pas en faire un marché. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans certains secteurs, par un trait d'urbanisme, on va multiplier par 10 le coût du logement. C'est quoi la valeur qu'il y a derrière? Je pense que l'intérêt collectif, c'est d'éviter de faire de l'argent de manière trop importante sur le foncier. Juste avant de laisser la parole à Isabelle Nogaro, par rapport à cette question-là du foncier, dans le prolongement de ce que disait Eva Belin, c'est vrai qu'au niveau du foncier, dans la pression qui est la nôtre sur notre territoire, on a une responsabilité en tant qu'élu pour essayer de contenir avec les outils qui sont les nôtres. Donc on a parlé du foncier solidaire. C'est vrai que le bail réel solidaire, oui. Le bail solidaire. C'est vrai que sur Tarnos, on a par exemple un projet qui va utiliser cet outil et qui va permettre donc de garder le foncier pour le social et de faire en sorte que ça ne se dévoie pas au fur et à mesure du temps. Mais c'est des outils qu'il faut que nous continuions à développer dans le Seignanx. C'est une réelle volonté politique. On essaie aussi d'utiliser nos droits à préempter quand c'est possible et qu'on voit qu'il y a des cessions qui se font dans le domaine du commerce ou même dans le domaine de l'agricole. Je vois Julien Fichot, le maire de Saint-Martin-de-Seignanx, qui nous a récemment alerté sur des cessions sur son territoire de Saint-Martin-de-Seignanx. Donc on essaie de contenir tout ça
de façon à ce que les prix ne continuent pas à se développer. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus volontariste là-dessus. Mais c'est au moins une question qui traverse maintenant l'ensemble de nos préoccupations d'élus, voilà, et sur laquelle il faudra qu'on aille beaucoup plus loin, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe actuellement ici, comme dans les territoires voisins. Il faut qu'on reprenne un peu les rênes de ces questions-là. Mais c'est le cas aussi sur l'économie. Hein. Pour répondre très précisément à votre question, il y a des tas de territoires qui ne vendent plus d'espace économique. Ils font des baux amphithéotiques. Quand on regarde ce qu'a produit l'action économique des EPCI, des intercos, on peut être assez critique, parce que quand on analyse à l'échelle des zones d'emploi, on s'aperçoit que le développement est exclusivement endogène. Et c'est les mêmes boîtes qui restent à l'intérieur de la même zone d'emploi. Bien sûr. Voilà. Et quand on fait ça, on fait quoi? Quand on laisse faire ça, on fait quoi? Oui, mais ça, vous voyez, c'est vraiment le truc, l'égalité. Tout le monde doit se développer. Donc les boîtes, elles tournent. Donc j'ai une unité, je laisse mes cochonneries au public qui va réhabiliter, et puis avec des aides, je vais m'installer ailleurs. Là, ça consomme un foncier énorme. Il y a des territoires aujourd'hui, c'est pas compliqué. Moi, j'étais dans un territoire, là, je travaille sur un territoire, c'est question d'attractivité. Ils sont en train d'organiser la rareté foncière économique. Ils ne vendent plus 1 mètre carré de foncier économique. Voilà. Donc voilà, il y a quand même des marges de manœuvre. Ils font que des baux. Donc, on garde la maîtrise publique. Pour terminer là-dessus, c'est vrai que sur le foncier agricole, puisqu'on a eu quand même du débat récemment là-dessus, et c'est vrai qu'on fait de la location sur de nombreuses années pour que des jeunes agriculteurs s'installent, mais en gardant le foncier pour pouvoir maîtriser l'avenir des terres, sans laisser la spéculation s'installer ou les dérives se développer. Donc je pense qu'effectivement, il faut aller dans ce sens-là, de garder notre foncier économique, agricole. Je vous ai parlé du ZAN, hein. Ça c'est une vraie révolution. Hein. C'est-à-dire le zéro artificialisation nette. Ça sort de la loi biodiversité, là ça va être introduit dans la prochaine loi. C'est division par 2 de la consommation foncière et neutralité foncière. C'est-à-dire vous artificialisez un terrain, vous êtes obligé de renaturer l'équivalent. Ça veut dire que les terrains vont avoir des valeurs négatives aujourd'hui, parce qu'il va falloir les dépôts. Donc ça va complètement changer tous les modèles économiques. Là, pour le coup, on va être obligé d'y arriver, là, parce qu'on n'aura pas le choix. Allez, Isabelle Nogaro. Bonjour, je suis vice-présidente à la communauté de communes et je m'occupe de la transition écologique. Donc il y a un mot déjà qui est écrit sur votre tableau, et de l'agriculture et des déplacements. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Et je voulais d'abord vous dire la difficulté effectivement qu'on ressent au mot transition. On voit bien qu'on est dans un passage, je le répète à chaque fois, hein, on est entre un monde et un autre qu'il nous faut effectivement appréhender avec toutes les problématiques que vous avez bien expliquées. Donc on travaille sur tous ces sujets, il nous semble qu'ils sont d'ailleurs très transversaux. On ne peut pas parler de biodiversité sans parler du logement, on ne peut pas parler de l'emploi sans les déplacements. Enfin, on voit bien que tout s'entremêle. Mais ce qui m'a beaucoup ému dans votre explication, c'est le deuxième point. Et je trouve celui-là, il fait vraiment peur. C'est le développement accéléré des inégalités. Et quand vous dites que la réponse doit être le partage des richesses pour que, effectivement, les populations qui sont aujourd'hui dans la difficulté puissent aussi avoir une vision de la transition et qu'elles l'acceptent et qu'elles aussi, elles prennent acte aussi dans les faits. Je me dis comment on fait pour partager les richesses, parce que finalement tout part de là, hein, c'est-à-dire qu'on a des populations qui sont sensibilisées à ces questions de transition, on le voit bien, ils ont envie de notre monde, ils ont envie de garder de la biodiversité, ils ont envie de logements vivables, et donc je me dis comment on fait, hein, c'est toute la question finalement, comment on fait pour que ce partage des richesses puisse être notre richesse de demain sur notre monde de demain. Finalement, c'est ça la clé, me semble-t-il. Oui, moi je suis convaincu qu'on ne peut pas traiter la question, on peut pas dissocier la question environnementale de la question sociale. C'est-à-dire que si voilà, parce que effectivement, mais c'est valable à toutes les échelles. C'est-à-dire, prenez à l'échelle planétaire. Nous, on a pollué, enfin,
pays occidentaux depuis 2 siècles. Hein, puis on va dire aux autres, maintenant, ne vous développez pas parce qu'on va faire péter la planète. À toutes les échelles, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un système fini, on ne peut pas continuer comme ça. Donc si on veut que certains aient plus, il faut forcément que d'autres aient moins. Hein, et ça, pour moi, la définition de la solidarité, c'est il faut des bénéficiaires, mais des contributeurs. S'il n'y a que des bénéficiaires, ce n'est pas de la solidarité, c'est de la magie. Et on en est là dans l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut, à un moment donné, globalement consommer moins de ressources, il faut qu'il y en a qui fassent beaucoup d'efforts pour que d'autres en consomment un peu plus parce qu'ils sont dans des situations qui aujourd'hui sont indignes. Donc on ne peut pas ne pas traiter les deux en même temps. Et penser de mon point de vue, penser qu'on peut ne parler que de la question environnementale, c'est la ramener à un débat de quelques happy few qui ont la possibilité de vivre autrement. Il faut aussi se poser la question de ceux qui n'ont pas la possibilité de vivre autrement. Autrement, on n'y arrivera pas. Bonsoir, Patrick Hugonnier, commune de Biodos, élu. Vous parliez de vieillissement de la population. Quelle politique pourra-t-on avoir pour régler le problème du vieillissement de la population et où implanter les futures maisons de retraite? Est-ce qu'on pourra penser aux communes rurales, entre autres? Alors, le problème du vieillissement, effectivement, pour les collectivités, c'est à la fois une question d'habitat, c'est à la fois une question de service. Hein. Il faut arriver à maintenir les gens le plus longtemps possible dans leur logement. Donc pour ça, il faut développer les services. C'est un gisement d'emploi extraordinaire. Voilà, c'est une vraie opportunité, ça. Bon. Par contre, le problème qu'on va avoir, c'est il y a un moment donné, on a un système qui fonctionne sur un minimum d'équilibre entre le nombre d'actifs et d'inactifs. Cet équilibre-là, on l'a déjà rompu et on va continuer à le rompre. Donc moi, je trouve qu'on est en train de laisser une sacrée ardoise à nos gamins, quoi, en ce moment, hein, d'un point de vue, sur tous les sujets. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra faire venir des actifs de l'extérieur, quoi. Je ne sais pas comment faire autrement. Alors, il y a un autre truc qui est quand même très inquiétant, c'est il y a un économiste qui s'appelle Pierre Vels qui montre que la production industrielle française a été multipliée par 2 entre 1995 et 2015. Et que dans le même temps, le nombre d'heures travaillées a été divisé par 2. C'est-à-dire que demain, le risque, c'est qu'on ait des usines, mais que dedans, il y ait des robots et qu'il n'y ait pas des gens. Et avec l'intelligence artificielle, si on a la même chose dans le tertiaire, voilà. Donc je pense que fondamentalement, la question du travail va se poser complètement différemment dans les années à venir. On en passe un peu plus dans les transports, hein, même beaucoup plus. On en passe beaucoup plus dans les loisirs, mais là encore, c'est très différent en fonction des classes sociales. Mais effectivement, on travaille beaucoup moins. L'emploi est moins. Avant, c'était le travail qui structurait et spatialement et temporellement la société. C'est plus le cas aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Moi j'essaie simplement de décrire. Mais effectivement, on n'est plus dans une logique où le travail structure spatialement et temporellement la société, mais plus fondamentalement, il y a eu des débats sur les questions de revenus universels, tout ça. Si demain il y a de moins en moins de gens qui travaillent parce qu'on est dans une économie qui est complètement robotisée ou dans laquelle l'intelligence artificielle sort l'homme, il faudra bien, à un moment donné, on ne peut pas rester dans une société dans laquelle les revenus, la protection sociale, même la citoyenneté est liée au travail. Il faudra bien forcément inventer autre chose. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, là, dans les 4 grands défis là, dans le monde d'après que vous nous invitez finalement sur lesquels vous nous invitez à réfléchir, il y a la question du défi d'un nouveau projet de territoire au niveau de notre seniance, de façon à aller vers moins d'inégalités sociales, hein, c'est ce qu'on évoquait, et avec l'idée de mobiliser aussi les citoyens pour qu'ils soient acteurs aussi et qu'on ne soit plus dans une mobilisation simplement politique et des élus. D'ailleurs, on voit qu'elle est un peu déficiente et l'expression du vote ce dimanche en est quand même l'expression forte, hein. Mais du coup, ça nous amène aussi à être plus en interdépendance territoriale. Donc ça veut dire avec les territoires voisins,
Ça veut dire à l'intérieur de nos territoires, entre les différentes communes. Autant je vois les invitations que vous faites jusqu'alors à travailler différemment vers de la résilience, par exemple, et vers mieux partager nos ressources et mieux les développer sans taxer finalement nos ressources propres. Mais cette interdépendance territoriale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là qu'on ne peut plus confier une politique dans son intégralité à une collectivité. Vous ne résoudrez pas vos problèmes de mobilité sans travailler avec la communauté du Pays Basque, mais même à l'intérieur de chez vous. Mais ça, c'est évident. Voilà, mais même votre problématique du logement. Parce que vous allez avoir des gens de là-bas qui vont venir ici de plus en plus habiter, qui contribueront à faire monter. Donc voilà, ces politiques-là, vous serez obligés de les gérer en commun. Il ne faudra pas empiler des politiques, il faudra que la même politique... Bon. Mais même, moi je pense qu'on est au bout du cycle qui a été introduit par la loi Chevènement, en 99, où on relance l'Interco, et où finalement l'Interco, elle a comme projet quelque part de dévitaliser les communes. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'Interco, c'est de faire avec les communes, et pas forcément de faire à la place. Donc on est en train de complètement changer. Voilà, on est dans une logique où demain, chaque strate, je pense que l'Interco fera toute seule un certain nombre de grandes politiques structurantes, elle fera avec les communes sur d'autres politiques et elle aidera même les communes à faire sur des politiques. Regardez, on a élargi les périmètres Interco, maintenant on se pose la question de la territorialisation des actions communautaires. On est en train de réinventer un échelon qui existe déjà, qui s'appelle la commune. Ce qui ne veut pas dire que les communes ne doivent pas bouger, se réorganiser. Quand on a réorganisé l'Interco, ça n'a pas affaibli l'Interco, ça l'a au contraire bonifié. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui, on est au bout de ce logiciel dans lequel on pense tout résoudre par les périmètres et la distribution des compétences. La vraie question qui se pose à toutes les échelles, que ce soit entre les communes et l'Interco ou entre les territoires eux-mêmes, c'est de coécrire et cofinancer des politiques publiques qui soient coordonnées. Coopération. Les intérêts sont, à mon avis, sont généralement assez convergents. Parce que dès lors que vous êtes dans un grand système, en fait, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça suppose d'admettre l'idée de l'interdépendance. Et pas qu'il y a un gros et un petit, et que le gros est plus fort que le petit. Non. Si on admet l'idée de l'interdépendance, ça veut dire qu'on a destin lié, qu'il n'y en a pas un qui va prospérer si l'autre a un problème. Et je pense que c'est cette idée de système qu'il faut... Je vous disais tout à l'heure, pour la plupart des métropoles qui se portent bien, l'enjeu, ce n'est pas la croissance. L'enjeu, c'est de gérer les externalités négatives de la croissance. C'est-à-dire la pollution, la circulation, le coût du logement, etc. Et donc, pour ça, elles ont besoin des territoires extérieurs. Donc, on est dans des grands systèmes territoriaux dans lesquels il y a des logiques d'interdépendance. Ce n'est pas des logiques de dépendance. Et il faut que chacun reconnaisse cette logique d'interdépendance pour arriver à travailler sur des objectifs qui la plupart sont convergents et compatibles. Alors, on s'achemine peut-être vers la fin, non? Il y a encore des petites remarques ou des questions? C'est passionnant, en tous les cas, vraiment. Merci, Monsieur Locatelli, parce que je pense qu'on a exploré vraiment les dimensions d'un projet de territoire sur lesquels il faut que nous nous penchions très, très sérieusement. Alors, nous, les élus, on l'a compris, mais aussi avec les habitants, les différents acteurs, avec cette interdépendance, finalement, qui nous invite à réfléchir cette complexité à plusieurs intelligences. Juste un point sur les habitants, parce qu'effectivement, on abordait la question de la gouvernance et de la fabrique de la décision. On ne peut plus être sur des processus verticaux comme on l'était. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi être conscient qu'il faut que les individus acceptent de sortir d'une forme d'individualisme pour s'inscrire dans des démarches collectives. Et il y a un autre élément plus important, c'est qu'il y a plein de paroles publiques qu'on n'entend pas. C'est-à-dire que s'expriment beaucoup dans le débat des paroles citoyennes contre ou qui défendent des intérêts particuliers. Mais il faut aussi aller chercher des paroles qui ne s'entendent pas, qui sont la majorité des gens,
Donc il ne suffit pas de tendre le micro pour finalement avoir la vérité citoyenne. Elle est extrêmement diverse. Quand j'entends dire, moi on parle des citoyens, ça n'existe pas les citoyens. Il y a une multitude de citoyens. Et donc il y a une vraie ingénierie à développer pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas la parole dans l'espace public puissent dire ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, et puissent exprimer leur point de vue. Autrement, on se retrouve avec des professionnels de représentation citoyenne qui développent toujours des mêmes idées, qui ne sont pas nécessairement l'intérêt général, ni même l'intérêt le point de vue de la majorité. C'est très juste. Alors, on va continuer à faire circuler le micro. Oui. Oui, en parlant que chacun sera quand même responsable de l'avenir, moi j'ai un sujet en parlant du foncier et de tout ça, moi c'est l'héritage. Je crois que notre système d'héritage, où par exemple les papis, mamies vont vendre la maison pour aller dans le logement en plein centre-ville, puisqu'ils seront mieux avec tous les services, c'est ce qui se passe dans notre ville, enfin dans mon quartier, hein. Quand je vois après les prix et tout ça, voilà, c'est pour nos enfants, c'est nous, on a le droit. Mais quand je vois les bons de plus de 30%, ça me fait... Alors je me dis, toi-même, qu'est-ce que tu ferais à la place? Est-ce que, par exemple, vous avez parlé de la réglementation des terrains là qu'il va y avoir. Je trouve que ce serait une bonne chose pour calmer, enfin, mais il faut aussi que chaque citoyen, on soit plus individualiste si on veut, voilà. Parce que je vois même les petits-enfants, ils veulent être écolos, mais si je leur pose la question, l'héritage de la maison, est-ce que tu la vends 1 million ou est-ce que tu la vends que 500 000 ? Voilà. Je crois que chacun, on a une lourde responsabilité. C'est ça que je voulais dire. Moi, ça m'interpelle vraiment parce que ça ne vient pas comme ça. Alors, je pense qu'il y a une autre remarque qui va dans le même sens avant de vous laisser peut-être réagir. C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, on est nous-mêmes parents de jeunes enfants qui souffrent parce qu'eux, ils sont dans cette catégorie de population où ils ont peu de moyens, où on sait que ça va être galère presque toute leur vie, on a peur pour eux. Et donc, nous, on a un peu généré des sous, enfin, une petite maison, etc. Et effectivement, on est là à se dire, au moins, il leur restera ça. Je suis même pas sûre, parce que quand il faudra payer la maison de retraite, il faudra peut-être qu'ils vendent la maison pour... Enfin bon. Mais effectivement, donc toute cette... c'est vraiment une acculturation, mais c'est aussi la question... qu'est-ce qu'on va faire pour les gens qui sont dans la difficulté et comment on va rassurer les gens pour qu'on puisse tous ensemble avancer. Effectivement, c'est toute la question que vous posiez. Madame a raison, hein, ces phénomènes de gentrification. Nous, on a vu une ville dans laquelle on travaillait où la volonté politique, c'était développer du logement pour attirer des jeunes ménages. On a fait l'évaluation une dizaine d'années après. Ils avaient attiré qui ? Ils avaient attiré des personnes de plus de 60 ans qui avaient des maisons en périphérie, qu'ils ont vendues cher et qui voilà. Et c'est compliqué. Ouais, vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Après, je trouve que c'est plutôt un bon processus. Des personnes d'un certain âge qui se rapprochent des services, parce qu'ils sont moins mobiles. Et toujours pareil. Tant qu'on en fait un marché spéculatif, tant qu'à un moment donné, enfin, je ne suis pas spécialiste de la question du logement, mais je ne pense pas que ce soit le marché qui permettra de trouver un équilibre sur cette question du logement. Je ne vois pas comment on peut y arriver, quoi. Il faudra forcément à un moment donné encadrer les loyers, enfin je ne sais pas, mais on n'y arrive pas uniquement, on voit bien, on a cette politique, on court après depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. On n'y arrive pas, cette politique-là. Moi, je trouve que les politiques de défiscalisation sur le logement, elles sont complètement contre-productives. Voilà. Ça, je ne comprends pas qu'on continue à faire ça, par exemple. Voilà. Je croyais que Julien voulait parler. Non. Bon, donc je pense qu'on va arriver au terme de notre soirée. On va garder vraiment cette diapo-là qui nous invite à travailler dans ces 4 dimensions. Et moi, j'avoue qu'elle m'éclaire bien et elle donne une ligne de conduite parce qu'effectivement, il faut travailler dans ce sens, avoir un territoire beaucoup plus résilient. J'ai envie de dire, ce terme est un peu galvaudé aujourd'hui, mais il veut dire ce qu'il veut dire malgré tout. Je trouve qu'il est assez parlant. En essayant quand même de travailler pour qu'il n'y ait pas davantage d'inégalités et de faire en sorte que cette richesse elle soit mieux partagée entre nous tous,
avec cette idée aussi de travailler avec les habitants et les acteurs des territoires, dans cette idée de coopération interterritoriale, puisque voilà, tout est quand même très très lié. Enfin, quand on regarde la question du logement, des mobilités, on voit bien que si on ne le réfléchit qu'à notre territoire, il y aura des frontières qui ne seront pas franchies par certains ou des entrées qui ne pourront pas être assurées par d'autres. Donc, il est clair qu'il faut regarder cette action au niveau d'un territoire beaucoup plus large. Et avec un dernier mot, et je le reprends parce que il a été dit tout à l'heure, avec une coopération vraiment beaucoup plus forte pour essayer d'avancer ensemble vers ce monde d'après. Je reprends aussi la formule. Alors vraiment un grand merci pour cette soirée de réflexion. Alors vous avez compris que les assises, ça n'est pas terminé ce soir, il y aura du travail derrière, mais on a encore quelques rendez-vous. Alors je voudrais vous inviter, si vous êtes d'accord bien sûr, à continuer le périple avec nous. La semaine prochaine, ce sera avec Monsieur Duchemin, qui est quelqu'un qui va nous faire réfléchir sur les nouvelles consommations dans un monde où, effectivement, on a envie de consommer local, de consommer en proximité. Donc, il y aura une conférence avec Monsieur Duchemin mercredi prochain à Ondres. La semaine d'après, on aura également des réflexions autour de Agroland et d'une biovallée pour voir comment on peut aussi... comment on peut aussi consommer de façon beaucoup plus locale et avec des acteurs qu'on mobilise à cette occasion-là. Et un grand rendez-vous, alors il y en a d'autres des rendez-vous, je vous donne ces deux-là pour que vous les reteniez, mais regardez bien vos mails, il y a des invitations aussi qui tombent. Mais un dernier rendez-vous que je voulais vraiment partager ce soir, c'est le forum du 3 juillet, le forum du Seignanx, qui va avoir lieu donc à Saint-Martin-de-Seignanx. Je salue Monsieur le maire d'ailleurs de Saint-Martin-de-Seignanx qui est là avec nous ce soir. Un forum qui va donc durer toute la journée et qui va nous permettre de continuer à se rencontrer, à échanger sur les 5 thématiques dont je parlais au début de notre soirée. Donc venez, on aura des occasions de découvrir aussi d'autres partenaires et puis de continuer à préfigurer le Seignanx de demain, celui, alors j'ai envie de dire, qui nous ira bien. Voilà, bonne soirée à tous et merci encore.